Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue à ce balado au cours duquel nous aurons l'honneur, le plaisir de recevoir M. Jean Lemire. C'est notre émissaire, comme vous le savez, notre émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques. Et puis, M. Lemire, à ce titre, est rattaché au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Alors, Jean, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous une autre fois. Merci, Mme Lauzon. Alors, bien, écoutez, comme vous le savez, nous commençons toujours avec quelques questions, puis si au cours de la présentation ou plutôt de l'interview, vous voulez intervenir autrement, vous n'hésitez pas. Alors, allons-y, M. Lemire. Comme je vous présentais, vous êtes l'émissaire au changement climatique. Vous avez participé à la COP 15 qui portait sur la biodiversité, COP 15 qui s'est tenue à Montréal. Puis pourquoi c'était important pour vous de participer à cet événement de la COP 15, cet événement qui était un événement international qui portait sur la biodiversité? En fait, c'était probablement la COP en biodiversité la plus importante de l'histoire parce qu'on allait dresser la feuille de route pour jusqu'en 2030. Donc, on était vraiment à un moment charnière et c'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de ce moment Montréal qu'on voulait créer tout le monde ensemble parce que, vous savez, il y a déjà eu un plan, un cadre mondial en biodiversité en 2010 à Aichi. Et ce fut un échec assez cuisant. On n'a pas respecté les cibles. Et donc, le temps passe, évidemment, et on était un peu confronté à une situation où les scientifiques nous disaient, là, écoutez, il faut vraiment avoir de l'ambition parce que ça ne va pas très bien. Notre relation avec la nature ne va pas très bien. Vous savez, la biodiversité, c'est un peu le tissu vivant de la planète. C'est beaucoup plus là, que des animaux et des plantes. C'est l'air qu'on respire, c'est toutes les ressources qu'on utilise pour se loger, pour se nourrir. Et la génétique, hein? Et notre génétique. Génétique, les médicaments. Donc, on fait partie de cette biodiversité-là. On ne peut pas s'en dégager. Et donc, on est en train, quelque part, de dresser une feuille de route qui va assurer la survie de l'humanité dans un ensemble écosystémique. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi, pour moi, moi, j'ai passé une partie de ma vie à traiter des questions de biodiversité et changement climatique. Donc, c'était un peu mon événement là, dans une carrière très, très important. Et donc, on a travaillé fort, on a travaillé très, très fort, mais au final, on a eu vraiment ce qu'on souhaitait, en fait, un cadre mondial ambitieux. Ah ben tiens, allons-y. Si vous dites on a eu ce qu'on souhaitait, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez obtenu et dont vous êtes fiers? En fait, vous savez, on a négocié pendant 4 ans. C'est quand même pas rien. Évidemment, ça s'est passé à Montréal. La finale s'est passée à Montréal, si on veut, mais il y a eu 4 ans de négociations. On a travaillé très, très fort. Par exemple, on a un cadre mondial qui est beaucoup plus inclusif. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, ça concerne tous les niveaux de gouvernement. Ce n'est pas juste les pays membres de la Convention. On a réussi, en négociant très fort au cours de ces 4 années, à faire une place vraiment pour les gouvernements infranationaux, comme le Québec. Et on est d'ailleurs les porte-paroles, les représentants de tous ces gouvernements infranationaux. On pense à l'État de la Californie, par exemple. On pense à l'Écosse, à la préfecture de Aichi, et même les villes. Et donc, on a vraiment maintenant un cadre qui comprend tous les niveaux de gouvernement. Ça a été un gain énorme. L'autre gain, quand vous dites le gain, c'est la possibilité pour les États infranationaux de se joindre à la Convention? En fait, ce n'est pas de
de la Convention officiellement, puisque ça demeure un système onusien. Donc mais nous, par exemple, on a un droit de parole. Et donc, et c'est le Québec qui représente tous ces États, tous ces gouvernements infranationaux. Donc, on est autour de la table de négociation. On arrive avec des propositions qui doivent être entérinées par un pays parce qu'on est dans un système onusien, mais ça va assez bien. Donc, on participe maintenant activement à ces cibles qu'on a mis de l'avant et ces objectifs du cadre mondial. Donc ça, c'est un gain énorme, énorme. Et le Québec est privilégié de représenter tous ces États, tous ces gouvernements infranationaux. Et quelque part, ça représente également l'État du Québec en matière de biodiversité. Nos pairs, comme la Californie ou l'Écosse, ne nous délégueraient pas si on n'était pas bien positionné à ce niveau-là. Alors, c'est une belle fierté. En même temps, c'est une responsabilité très, très grande. Donc, félicitations, parce que c'était une revendication de longue date, je crois. Oui. Et puis, dans les éléments là, que l'on retrouve dans le cadre mondial pour la biodiversité, quels sont, je devrais dire, plutôt ceux qui sont les plus importants pour le Québec, selon vous? Ben, en fait, vous savez, il y a 23 cibles qui ont été votées. Il y en a une vingtaine qui nous touchent directement, mais évidemment, je ne vous ferai pas l'énumération de toutes les cibles, mais je vous parlerai de 2-3 cibles qui sont très, très importantes pour le Québec et qui correspondent aussi à des engagements que le premier ministre Legault a fait lors de la COP. Par exemple, protéger 30% du territoire québécois d'ici 2030. C'est un défi. En ce sens, le premier ministre Legault a annoncé un plan nature avec une enveloppe de 650 millions. Qui est censé faire l'objet d'une consultation d'ailleurs. Exactement. Et donc, il y aura une consultation. Il y aura également une consultation avec les Autochtones pour être certain que c'est une décision sociétale. On décide ensemble. Évidemment, il va falloir mettre l'accent sur le sud du Québec pour les aires protégées et ce qu'on appelle les autres mesures de conservation efficaces. Donc, il y a certains territoires qui vont être protégés, mais dont certains accès vont quand même être permis. Donc ça, c'est vraiment une cible très, très importante. D'ailleurs, le Québec a initié et sera le premier État infranational à faire partie de la coalition pour une haute ambition qui regroupe une centaine de pays déjà qui se sont engagés pour le 30 % et le Québec devient donc le premier État fédéré à faire partie, à initier ce groupe de travail pour le 30 %. Donc, encore une fois, ça montre bien la position du Québec en biodiversité sur la scène internationale. Donc, première cible très, très importante. Une cible, moi, qui me touche particulièrement, c'est la cible 7 sur la pollution et l'utilisation des pesticides, par exemple, en agriculture. Ça a été une cible qu'on a négociée, ça a été très fort, des négociations très intenses. On est parti, au début, on disait on va réduire de 70 % les pesticides en agriculture, par exemple. Puis là, on s'est dit, bon, ça ne passait pas. Il y a eu beaucoup de négociations et on s'est retrouvé dans une situation où on a établi une diminution de 50 % du risque dans l'utilisation. C'est énorme. Ça va demander évidemment beaucoup de suivi. C'est intéressant parce que vous le voyez là, dans ces 4 ans, au début, on voulait faire une réduction de 70 % sur un volume. Et là, on s'est dit, oui, mais ça se peut très bien que certaines compagnies arrivent avec des concentrés qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc, si on vise les volumes, ça ne sera pas efficace. Donc, on s'est vraiment tourné vers cette notion de risque. Et c'est une notion qui se mesure au niveau scientifique et tout ça. Donc, ça, c'est une cible qui va être très, très importante parce que l'agriculture est en train de se transformer vraiment complètement et on a besoin de l'agriculture pour réussir nos cibles en biodiversité. Finalement, une autre cible peut-être là qui m'a un peu surprise, c'est celle d'une restauration des écosystèmes. Dégradés. Oui, ça va aller jusqu'à 30 % de restauration. Ça, c'est une belle surprise. On pensait que ça allait être plus 20, mais à force de négocier, vous savez comment ça fonctionne. Tu me donnes ci, je te donne ça, et puis finalement, on va réussir à avoir 30 %. C'est une cible, par contre, qui va demander beaucoup de suivi. C'est pas simple parce que quand vous voulez faire de la restauration d'écosystèmes, vous devez, identifier évidemment ces écosystèmes-là, bien les choisir, ensuite faire des plans, puis ensuite les mettre en application. Mais disons que ces 3 cibles, il y en a évidemment
une vingtaine d'autres en plus, mais c'est quand même un cadre mondial qui est ambitieux, qui est équilibré. Et tout ça a été rendu possible, évidemment, parce qu'il y a eu une entente financière, mais on pourra en reparler de ça. C'est intéressant parce que moi, je dis souvent, en fait, je dis ça, on est quoi? On est en 2022, ça doit faire un bon 3-4 ans que je dis que cette décennie, c'est bien sûr une décennie des changements climatiques, mais je crois que ce sera la décennie de la biodiversité et la décennie aussi de l'eau potable, entre autres. Absolument. Et bon, on le voit avec les exemples là, que vous venez de donner pour les cibles, c'est impressionnant. Alors, ma prochaine question, c'est plus par rapport aux entreprises. Comment le cadre mondial, bon, comment elles peuvent contribuer à la lutte contre le déclin de la biodiversité, nos entreprises, selon vous? En fait, ça a été, c'est probablement la COP en biodiversité où j'ai vu le plus d'entreprises. J'ai jamais Ben vu oui, on a autant même vu le ministre des Finances. Ah oui, non, non, c'était vraiment très impressionnant. Je vous explique un petit peu. Il n'y aurait jamais eu de cadre mondial en biodiversité s'il n'y avait pas eu une entente financière. Ça, on sait. Les gouvernements se sont entendus pour contribuer, entre autres, avec les pays en développement, à un fonds de 20 milliards par année jusqu'en 2025 et un fonds de 25 milliards par année jusqu'en 2030. Mais après 2030, il y aura un fonds dédié en biodiversité qui pourrait atteindre jusqu'à 200 milliards par année. Impossible que les gouvernements y arrivent seuls. Impossible. Donc, ça prend vraiment une implication du monde des affaires, de la philanthropie, etc., etc. Et donc, on a un peu de temps pour mettre ça en place, mais il faut quand même y penser. Et là, c'est intéressant parce que les entreprises se sont levées et elles ont dit, nous allons être là. Oui. Je vais vous faire une petite mise en garde, par contre. Une des raisons pourquoi les entreprises sont là, il y en a qui sont évidemment là pour les bonnes raisons, parce qu'ils sont conscients de l'état de la nature. Mm-hmm. Et d'autres vont peut-être vouloir faire un peu d'éco-blanchiment. Et ça, il va falloir surveiller ça de près. C'est pour ça que la science va être au cœur de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on se rend compte que tous les services nature sont en train d'avoir une valeur monétaire. Monétaire, oui. Pensons au changement climatique, ben, on a mis un prix sur le carbone. Hein? Il y a un prix, tant de dollars de la tonne. Et puis, si vous dépassez votre seuil, vous devez acheter des permis. On connaît bien le système. Oui. Il est en train de se mettre en place dans le monde, pas à court terme, mais à moyen terme, certainement, un marché des crédits carbone. Oui. Et ces crédits carbone deviennent extrêmement importants. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises ont pris des engagements pour la carboneutralité 25 ans. Mm-hmm. La carboneutralité, ça ne veut pas dire qu'une entreprise va arrêter complètement d'émettre des GES. Elle va compenser. Et il va falloir qu'il y ait un équilibre à zéro entre ce qu'elle va capter, que d'autres vont capter pour cette entreprise, et ce qu'elle va émettre. Donc, les crédits carbone vont prendre beaucoup, beaucoup de valeur. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que la science soit au cœur de tout ça, parce que vraiment, il faut que les méthodes de calcul soient bien faites. Et il faut que ce système mondial s'applique de la bonne façon. Donc, c'est vraiment à suivre, mais je tiens à le souligner, les entreprises ont vraiment se sont présentées à la COP15. La plupart d'entre elles ont des ambitions réelles La plupart d'entre elles ont vraiment des ambitions réelles de faire leur part pour contribuer. Et ça a vraiment été remarqué et c'est remarquable, il faut le dire. Oui, puis peut-être pour le bénéfice des auditeurs et auditrices qui connaissent peut-être pas le lien, vous avez dit, ben, ici, il y a un marché du carbone à l'échelle mondiale, il va peut-être même avoir une tarification carbone à la frontière, là, il y a quand même beaucoup de mouvements en ce moment. Mais pour que nos auditeurs et auditrices comprennent le lien entre le marché du carbone et la biodiversité, parce que vous disiez, il y a un risque d'éco-blanchiment, les entreprises vont vouloir se procurer davantage de crédits carbone pour atteindre la carboneutralité à l'horizon 25 ans, mais peut-être juste faire le lien, si c'est possible, avec la biodiversité. Vous savez, en ce moment, la meilleure machine pour capter des gaz à effet de serre, du CO2 et autres, c'est la nature.
Donc, c'est pour ça qu'on veut protéger 30% de la nature, qui est un minimum au niveau de la science. Mais si vous faites de la restauration d'écosystèmes, bien évidemment, vous allez en capter davantage. Et ces crédits qui n'étaient pas dans le système avant deviennent disponibles. Et vous pouvez revendre ces crédits pour aller compenser, évidemment, des émissions de GES. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que la science suive ça de très près. Parce que, exemple, si on dit je vais planter 2 milliards d'arbres, ben, il faut s'assurer, évidemment, au niveau scientifique, qu'on ne va pas créer des monocultures d'arbres qui vont devenir très sensibles aux parasites, par exemple. Il faut avoir une approche qui est beaucoup plus écosystémique. Donc, on est en train de mettre une valeur au service que nous offre la nature. Hein? Et donc, ça va être une notion qu'il va falloir suivre de près pour être certain qu'on le fait, évidemment, pour le bénéfice, au final, de la nature. Vous êtes un excellent pédagogue, c'était très clair. Donc, toute cette question des services que la nature nous procure et ce que notre impact sur la nature, c'est de plus, on va sûrement en entendre parler de plus en plus par rapport aux activités des entreprises. Exactement. Et juste un petit détail, c'est intéressant parce que plusieurs entreprises ont décidé de rejoindre un peu ce qui se fait en climat et de divulguer les risques que leurs opérations vont avoir envers la nature. Et ça, évidemment, si moi je suis un actionnaire pour une compagnie, je veux connaître ces risques. Et donc, je veux faire des choix comme actionnaire pour encourager les compagnies qui ont une bonne pratique. Donc, évidemment, si on veut s'inscrire dans cette mouvance qui respecte la nature, bien évidemment, il faut qu'on communique ces données-là aux actionnaires. Et il y a beaucoup d'entreprises du Québec qui se sont engagées à ce niveau-là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, qui s'intéresse, c'est vrai, parce que là, nous attendons toujours, hein, comme vous savez, le cadre référentiel harmonisé avec l'International Sustainable Standards Board, qui a un bureau à Montréal, puis nous attendons une méthode de référence pour calculer ou pour divulguer les risques climatiques. Et une fois que cette méthode-là sera approuvée, bien, ce groupe-là travaillera sur la méthode pour divulguer les risques à la nature. Et ça, c'est ce que je me suis fait expliquer justement pendant la COP15, c'est encore difficile le calcul, mais oui, on s'en va vers ça assurément. Puis le gouvernement fédéral, Mme Freeland, l'avait annoncé même dans un budget antérieur. Donc, ça va être intéressant à suivre. Donc, on vous connaît très bien, non? Parce que vous avez été un émissaire, oui, pour le gouvernement, mais aussi vous avez fait beaucoup pour toute la question de la biodiversité. Vous avez été un témoin direct de l'impact des changements climatiques en Arctique. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, comment vous se porte, si vous êtes en mesure de nous en parler, la biodiversité en Arctique? Oh, ça ne va pas très bien. C'est important de comprendre un peu, vous savez, on entend beaucoup parler de ce réchauffement. Évidemment, depuis Paris, on a fait des gains importants. Il faut se rappeler, là, on se dirigeait vers une augmentation de température de 6 degrés. Ensuite, on est tombé à 4, puis là, on est plus autour de 2,8. Quand on parle de ces augmentations de température, on parle d'augmentation moyenne, globale, planétaire. Il faut se rappeler que ici, par exemple, même dans le sud du Québec, dans des latitudes nordiques, il faut doubler ce chiffre-là. On va se faire un chiffron parce qu'on n'arrive jamais dans les prévisions. Disons qu'on est à une augmentation globale autour de 3 degrés. Mais pour le sud du Québec, ça veut dire 6 degrés. Et quand vous parlez de l'Arctique, ça veut dire 9 degrés. On triple pour l'Arctique. Et là on est dans un autre monde parce que la machine climatique planétaire est beaucoup influencée par nos deux grands réfrigérateurs, l'Arctique et l'Antarctique, qui sont d'immenses miroirs blancs qui reflètent l'énergie au lieu de le capter. C'est un miroir, c'est ce qu'on appelle en physique l'effet d'albédo. Et là, évidemment, si vous transformez ces surfaces blanches-là qui reflètent par un sol noir ou une eau bleue, bien évidemment, il y aura captation davantage de l'énergie. Et là, on est dans une espèce de cercle vicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la glace va être de plus en plus précaire en Arctique. Et si la glace est de plus en plus précaire, évidemment,
ben, les animaux spécialistes de la glace vont avoir de la difficulté à survivre. Il y a ça, évidemment. Il y a une montée de la frontière arctique de plus en plus vers le nord. Donc, les animaux du sud vont occuper de plus en plus de place dans l'Arctique. Et donc, je dirais que l'avenir de la biodiversité pour les espèces spécialistes de la glace, ça ne regarde pas très bien. Alors, ça doit vous décourager un peu, n'est-ce pas? C'est difficile d'être complètement optimiste, disons. Oui, puis en fait, on continue il faut garder espoir. J'espère que vous gardez. Hubert Reeves avait déjà dit ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit qu'il voyait tout ce qui se passait, que c'était alarmant, mais il disait qu'il fallait quand même continuer à conserver l'espoir. En tout cas, espérons qu'il faut continuer à garder espoir. De toute façon, on n'a pas le droit d'abandonner. Non, il faut on surtout n'a juste pas le droit d'abandonner. Donc, et ce vent de changement là, qui gonfle nos voiles tranquillement est en train de devenir beaucoup de la base. Et ça, c'est intéressant parce que c'est les gens, c'est les jeunes qui disent non, non, il faut que ça change. Donc, c'est intéressant. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce vent de changement qui est en train de s'installer. Et c'est ça la source d'espoir. Oui, oui, vous avez raison. Je vais vous amener maintenant sur le sujet de la transition juste. Vous savez, dans le dossier des changements climatiques, on parle beaucoup de transition juste parce qu'on sait qu'il y a des secteurs d'activité qui vont disparaître. Donc, comment accompagner les employés qui perdront leur emploi, les entreprises qui fermeront, les communautés qui vivent aussi de ces entreprises. Donc, dans le contexte de la biodiversité, comment les préoccupations qui sont liées justement à la justice sociale peuvent-elles être prises en compte? Bien, ça va être essentiel. Et dans les changements climatiques, on le voit assez facilement. Tu sais, on dit, bon, un mécanicien qui est habitué de faire des changements de ville avec une voiture électrique, on peut le former pour qu'il soit évidemment bon avec les voitures électriques, mais en même temps, on ne va pas lui demander de devenir technicien en informatique. Ça ne marchera pas. Donc, c'est assez clair. Mais en biodiversité, c'est un peu la même chose. Prenons prenons des régions du Québec, par exemple, où la foresterie est très, 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 très présente. Bien, inévitablement, si on décide d'en faire moins, de mettre des aires protégées dans certains secteurs, et comme on l'a dit, qu'on va faire de la réhabilitation d'habitat, bien évidemment, pour ces employés-là, pour ces communautés-là, c'est pas le même travail, mais c'est pas loin. Donc, c'est ça qu'il va falloir viser, c'est ça qu'il va falloir décider ensemble. Mais le plus important, c'est qu'on laisse personne derrière. On entend souvent cette phrase-là, mais c'est essentiel. Il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent en consultation avec les régions et qu'on voit également les opportunités. En même temps, on ne peut pas dire non, 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 on continue ce que l'on fait. Ça c'est pas une option. Courte vue, non. Alors, donc, il faut vraiment maintenant se poser les bonnes questions, être en consultation et prendre, par exemple, ces employés du secteur forestier et les mettre en réhabilitation de l'habitat. Pour moi, ça me semble être une belle occasion de montrer que cette transition juste, elle fonctionne. Donc, c'est aussi, c'est pas seulement dans le dossier des changements climatiques, c'est très important. Puis vous avez raison, on ne laisse personne derrière, ça fait partie de nos objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, merci pour cette clarification. J'ai une question qui réfère à votre livre L'Odyssée des illusions, si vous me permettez, parce que j'ai une citation que je voudrais reprendre ici. C'est un livre que vous avez publié en 2016, puis vous concluez sur une note particulièrement pessimiste en disant « L'indifférence de l'humanité s'est faufilée dans les entrailles intérieures pour rejoindre mon âme en peine, et le grand pèlerinage des espoirs s'est transformé en Odyssée des illusions. » Oui, ça prend beaucoup. Alors, ça nous prend au cœur. Compte tenu de l'engouement qui a été suscité là, par la COP 15 à Montréal, est-ce que vous croyez qu'on a réussi collectivement à mettre fin à cette indifférence et qu'on a un peu apaisé votre âme? On n'a rien réussi à Montréal encore. On a mis sur papier ce qu'on devrait réussir. Et le plus important, c'est maintenant. C'est comment prendre ces bonnes intentions, ces engagements,
et les transférer en actions concrètes. Je vous rappelle qu'à Aichi, en 2010, on avait fait un peu l'exercice similaire et qu'on n'a pas réussi à rencontrer nos engagements de 2010. D'où l'urgence d'agir avec ce nouveau cadre mondial, puisque ces 12 années d'inactivité, vraiment, n'ont pas amélioré la situation au sein de la biodiversité. Ceci étant dit, j'ai rarement vu une mobilisation aussi grande. Ça fait quand même longtemps que je suis ces COP. Je n'ai jamais vu non plus une diversification aussi grande de tous les secteurs qui maintenant s'intéressent à la biodiversité parce qu'ils ont compris que c'est beaucoup plus, comme je disais, que des animaux et des plantes. C'est ce qui soutient notre façon de vivre. Notre vie. Donc là, c'est très encourageant au niveau de, je dirais, de l'implication et de la motivation. Mais les preuves restent à faire. Il faut encore aujourd'hui mettre en œuvre ce qu'on a décidé, ce qu'on a adopté durant ce moment à Montréal. Et vous savez, c'est passé très près qu'on n'est pas d'accord. C'est vraiment dans les derniers milles qu'on a réussi à faire les compromis nécessaires, à rallier un petit peu tout le monde. Mais là, on a un accord qui est ambitieux, qui est bien équilibré au niveau du texte. On a fait certains compromis. On a gagné sur certains points, on a perdu sur d'autres. Mais là, on a un texte qui est ambitieux. Il faut maintenant le mettre vraiment en application. Donc, et je suis certaine que vous allez surveiller le tout et pousser pour qu'il se mette en œuvre. Absolument, absolument. Puis ma dernière question pour vous, M. Lemire, c'est comme vous aviez été à la COP 15, quel est l'événement, à moins que ce soit une rencontre, qu'est-ce qui vous a inspiré le plus à Montréal lors de cette COP? Bien, évidemment, il y a eu plusieurs rencontres extraordinaires, qu'on pense au secrétaire général qui a rencontré tous les jeunes. Ça, c'était des rencontres vraiment formidables. J'ai travaillé très fort avec nos amis du ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs à aider justement le regroupement des jeunes à être très présents à la COP. Et à chaque réunion, on sortait de là, mais motivés, parce qu'ils sont tellement passionnés, ils croient tellement. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'espoir pour que tout ça fonctionne. Alors, malgré tous les chefs d'État qu'on rencontre, les ministres, etc., c'est encore pour moi les jeunes qui me touchent davantage. Et je pense qu'on a réussi quelque chose, et il faut le souligner, on a réussi à développer cette conscience environnementale. Peut-être parce que nos actes n'ont pas été très, très bons, donc on ne lègue pas une planète en très grande santé, mais on a été bons pour amener le niveau d'éducation, pour les conscientiser. Et maintenant, je me dis que c'est quand même eux qui vont prendre le pouvoir demain. Et donc, peut-être que nous, les vieux, on va pouvoir enfin dégager et qui vont arriver avec un niveau d'ambition dont la planète a vraiment besoin. Donc, on a semé des graines. C'est à nous maintenant de s'arranger pour que le sol reste fertile assez longtemps, pour que les fruits de cette passion puissent vraiment rayonner et enfin trouver une solution qui va ramener une harmonie entre la nature et l'humanité. C'est une très belle finale. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous encore. Vous êtes très inspirant. Et puis, je crois qu'il faut effectivement garder espoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont dites et qui se sont écrites. Il y a beaucoup de parties prenantes qui se sont mobilisées, y compris les entreprises là, lors de la COP 15. Donc, c'est encourageant. Merci à vous d'être notre émissaire. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, M. Lemire. Au grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.